What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up, le podcast qui bouscule vos idées reçues sur les renouvelables. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de What's Up. Énergie et renouvelable, une histoire d'union. Aujourd'hui, c'est la journée de l'Europe et à cette occasion, nous accueillons le député européen Thomas Pellerin-Carlin pour interroger les liens entre politique européenne et transition énergétique. Bonjour Thomas. Bonjour. Avant d'être élu eurodéputé en 2024 sur la liste rassemblant Place Publique et le Parti Socialiste, vous avez travaillé comme chercheur spécialiste des questions autour de la politique européenne de l'énergie, d'abord au sein de l'Institut Jacques Delors, puis au sein de l'Institute for Climate Economics. À la suite de votre élection, vous êtes devenu membre de la Commission de l'Industrie, de la Recherche et de l'Énergie au Parlement européen. Pour refaire un peu de contexte, l'Union européenne s'est construite au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, autour des ressources stratégiques de l'acier et du charbon, qui étaient alors une source d'énergie essentielle dans les années 50. Et au début de cette année 2025, le solaire a supplanté pour la première fois le charbon dans la production d'électricité européenne. C'est quoi aujourd'hui le rôle de l'Union européenne dans la définition de la politique énergétique des États membres ? Alors l'Union européenne, c'est le niveau dans lequel on va fixer le cadre général de la politique énergétique de tout le continent européen. Donc vraiment l'Union européenne va fixer le cadre. Donc le cadre c'est quoi ? C'est par exemple le fait qu'on va vers beaucoup plus d'énergie renouvelable, qu'on le fait pour des enjeux de sécurité énergétique mais aussi pour des enjeux climatiques et qu'il faut que l'intégralité de l'économie européenne et donc le secteur énergétique aussi soit neutre pour le climat à l'horizon 2050. Donc tous ces éléments-là, c'est des éléments qui sont des éléments fixés par l'Union européenne et ensuite il y a des marges de manœuvre qui sont laissées aux États membres, mais c'est toujours dans ce cadre général fixé au niveau européen. Et c'est quoi votre rôle en tant que député dans la définition de ces politiques énergétiques ? En fait, en tant que député, on va légiférer, on va adopter des budgets. De ce point de vue-là, un député européen, c'est pas comme un député français, c'est plutôt comme un député allemand ou un député italien, un député espagnol, c'est-à-dire un député qui fait vraiment la loi, qui peut vraiment négocier, faire des compromis et du coup écrire le droit européen et aussi là où vont les investissements de l'Union européenne. Ce qui est particulièrement important, cet enjeu du budget européen, notamment sur les enjeux de réseau électrique, notamment de réseau de transport d'électricité, où il y a beaucoup d'argent européen qui est investi pour permettre l'interconnexion des marchés de l'électricité nationaux ou infranationaux. Et donc là-dessus, ça, en fait, la politique énergétique de l'Union européenne, c'est un peu une politique très classique où la Commission européenne, qui sert en fait un peu de gouvernement de facto, va proposer une loi ou un choix budgétaire et cette proposition-là doit faire l'objet d'un accord complet après modification, après amendement par un premier acteur qui est le Parlement européen avec les 720 eurodéputés élus au suffrage universel direct et un deuxième acteur qui est le Conseil, dans lequel siègent les 27 ministres, donc pour les questions énergétiques, les 27 ministres de l'énergie de France, d'Allemagne, de Finlande, de Slovaquie, du Portugal, etc. Et l'UE, elle a vraiment une capacité à agir pour la transition énergétique, c'est pas uniquement une question de loi nationale au sein des États membres. Il y a un mythe qui est beaucoup propagé en France par une partie de la population, en tout cas plutôt une partie de l'élite française, qui est de dire que l'Europe de l'énergie n'existe pas. C'est un mythe complet. Complet. L'Europe de l'énergie existe, elle existe depuis des décennies et c'est une des raisons, par exemple, pour laquelle on n'a pas eu de blackout en France à l'hiver 2022-2023, alors qu'il y a des pressions sur le système électrique français qui étaient énormes. C'est justement parce qu'il y a une Europe de l'énergie qui existe depuis au moins, on va dire, 1 à 2 décennies, qu'on a pu, à ce moment-là, importer massivement de l'électricité depuis nos voisins pour éviter le blackout en France. C'est aussi cette Europe de l'énergie qui a permis à la France, alors que la situation était très différente en 2024, de redevenir le premier exportateur d'électricité en Europe, puisqu'on a exporté 100 TWh, ce qui est vraiment une quantité considérable d'électricité que la France a pu exporter. Donc vraiment, l'Union européenne, elle agit dans la transition énergétique, elle a vraiment un rôle central. Et en France, elle a même un rôle moteur. Beaucoup des lois énergétiques françaises qui ont permis de transformer le secteur énergétique depuis 20 ans sont en fait avant tout des transpositions en France, à la sauce française. Comment est votre blanquette ? De directives européennes qui ont été adoptées. Et le plus souvent d'ailleurs, les gouvernements français successifs ont plutôt eu tendance à traîner des pieds. D'autres pays européens comme l'Espagne ou la Suède qui ont été beaucoup plus allants dans la transformation de notre système énergétique. Et vous pensez que l'UE, elle fait assez pour la transition énergétique ? Alors l'Union européenne fait clairement pas assez pour la transition énergétique, mais elle va clairement dans la bonne direction pour l'instant. Donc si on compare l'Union européenne à cette espèce de monde idéal où il y aurait une compréhension parfaite des enjeux, effectivement on peut être déçu. Si on compare l'Union européenne par contre aux autres blocs, notamment à cet autre grand bloc qui jusqu'à il y a pas si longtemps était avec certitude une démocratie, qui sont les États-Unis, c'est les jours et la nuit. Jour, nuit, jour. On produit beaucoup plus d'énergie renouvelable et pas que sur l'électricité, aussi sur la chaleur qu'on le faisait dans les années 2000. Là où aux États-Unis, clairement, le choix américain, c'est par exemple d'interdire l'éolien en mer, ce qui est aujourd'hui la loi aux États-Unis. Et la logique américaine, c'est beaucoup plus d'extraction pétrolière et gazière. Drill, baby, drill, baby, drill. Et donc si on compare l'Union européenne et la politique de transition énergétique européenne aux États-Unis, il y a pas photo, très clairement.
Et l'UE, elle peut pas avoir un rôle pour influencer d'autres politiques énergétiques d'autres pays? Au Brésil, ils ont vraiment copié-collé un bout d'un texte européen sur l'efficacité énergétique. C'est un texte européen qui a été passé il y a plus d'une décennie et qui oblige les vendeurs de produits électroménagers comme des frigos, des congélateurs, etc. à avoir un label d'efficacité énergétique. Vous savez, c'est des choses qu'on voit sur les frigos entre A et G avec des couleurs, etc. et qui permet à des gens qui n'ont pas fait Polytechnique de comprendre si un frigo consomme beaucoup ou pas beaucoup d'électricité. Ça, les Brésiliens l'ont complètement adopté. Ils l'ont copié-collé. On pense que c'était une super bonne idée et que ce qui marchait bien pour l'Europe allait bien marcher pour le Brésil. Et donc, du coup, aujourd'hui, au Brésil, on sait qu'il y a un peu moins de consommation d'énergie qu'un contrefactuel où l'Union européenne n'aurait rien fait et où, du coup, les Brésiliens auraient rien eu, si je puis dire. Ils ont comme bonne idée sur laquelle s'appuyer pour faire quelque chose de bien pour le Brésil. Donc, vous voyez, en fait, tout ce qu'on fait en Europe, ça a des impacts sur le reste du monde. Et si l'Europe n'existait pas, je pense qu'on n'aurait plus aucune chance, en fait, de nous sauver du dérèglement climatique. La transition énergétique, c'est aussi une question de transition écologique pour protéger le climat et la biodiversité, mais aussi pour lutter contre le réchauffement climatique. Qu'est-ce que l'UE peut faire qu'elle n'a pas encore fait, ou qu'est-ce que l'UE voudrait faire mais ne parvient pas à mettre en place? Enfin, qu'est-ce que vous voudriez mettre en place mais que vous n'arrivez pas à mettre en place? L'Union européenne, elle est le reflet des débats qu'on a dans les sociétés européennes. Et si aujourd'hui il y a le troisième groupe du Parlement européen aujourd'hui, c'est le groupe mené par Jonan Bardella, c'est aussi le reflet de débats qui traversent la société française, mais aussi hongroise et espagnole, parce que c'est eux qui sont les trois gros blocs de ce groupe politique-là qui pèse du coup très fort maintenant, vu qu'ils sont numéro 3 du Parlement européen. Qu'est-ce que l'Union européenne n'a pas encore fait? Il y a encore plein de trucs qu'elle a pas fait, hein, on va pas se mentir. Sur la production, l'Union européenne s'est toujours pas organisée pour exploiter le potentiel éolien en mer du Nord. Il y a vraiment un potentiel qui chiffre en centaines de gigawatts, donc s'il y a des auditeurs qui sont pas familiers des gigawatts, parce que peut y en avoir quelques-uns même parmi les auditeurs de votre podcast, ça veut dire en fait une puissance installée qui équivaut à des centaines de réacteurs nucléaires. C'est ça qu'on a en mer du Nord, en plus avec des vents qui sont très forts, qui sont très stables, donc l'enjeu de la variabilité des énergies renouvelables, il se pose moins quand on parle d'éoliennes installées au plein milieu de la mer du Nord que quand on parle d'une éolienne terrestre installée à Évrecy dans le Calvados par exemple. Et donc pour ça il y a besoin d'investissement, il y a aussi un besoin de coordination parce que c'est un territoire qui est pas un territoire qui appartient en particulier à un État, et là c'est même une coordination entre les États membres de l'Union européenne, donc France, Belgique, Pays-Bas, Danemark, mais aussi avec deux autres États importants qui sont la Grande-Bretagne et la Norvège, pour qu'on puisse installer un maximum d'éoliennes au milieu de la mer du Nord, connecter ça avec des réseaux électriques qui doivent appartenir à quelqu'un, et donc là aussi il faut voir qui les construit, qui les paye, qui les opère, et donc ça c'est quelque chose qui va demander du temps, mais si on veut vraiment à un moment être indépendant d'un point de vue énergétique, il ne faudra pas, faire l'impasse sur ce potentiel éolien en mer du Nord qui est massif. En tant que citoyen et citoyenne, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer justement d'influencer ou d'aider à définir une politique européenne ambitieuse pour l'énergie? L'Union européenne réagit très bien et très vite aux stimuli qui viennent des citoyens européens. Aujourd'hui, on parle plus du tout de climat et de pacte vert. Mais pourquoi est-ce qu'on en parlait en 2019? Parce qu'il y avait des millions de jeunes dans la rue. Tout le mouvement des jeunes pour le climat, il a eu un impact politique immense. Si aujourd'hui, on a une Europe qui a fait des grands bonds en avant écologiques depuis 5 ans, c'est parce que, avant tout, il y a eu les jeunes pour le climat. Là-dessus, vraiment, toutes les mobilisations qui peuvent être faites par chacune et chacun des citoyens est importante. Et là, ça va de, si je prends le niveau le plus extrême, c'est d'avoir des manifestations de masse. Voilà, ça c'est le niveau plus extrême, mais même à un niveau extrêmement réduit, juste liker sur Instagram la story d'un homme politique ou d'une femme politique qu'on aime bien, suivre cette personnalité politique-là, ça renforce son capital politique. Et après, au-delà de ça, qu'est-ce qui peut être fait? S'engager évidemment dans une association, interpeller des maires, des élus régionaux, mais aussi des élus européens, s'engager aussi dans un parti politique, c'est quelque chose qui a un vrai impact sur les choix politiques qui sont faits. Et puis évidemment, là je parle juste de choses qui se passent entre les élections, mais voter. Et pour ceux aussi qui veulent vraiment essayer de changer les choses, candidater. Donc voilà. Agissez. Merci beaucoup. Merci. Et merci à vous toutes et tous d'avoir été avec nous aujourd'hui pour ce 3e épisode de WhatsApp. On se retrouve très vite pour plus de réponses sur la transition énergétique. En tout cas, j'ai tout compris. WhatsApp, WhatsApp, le podcast qui bouscule vos idées reçues sur les renouvelables.